Donc, je voudrais présenter Nicolas Marquis, qui est professeur de sociologie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, et Baptiste Moutot, qui est anthropologue, qui est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'Université Paris-Nanterre. Vous voulez nous parler aujourd'hui, je vais lire votre titre, « Par-delà la dénonciation ou la célébration, décrire la vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans et après la psychiatrie. » Voilà. Merci beaucoup. Merci Benoît aussi, parce que je pense qu'effectivement il y a quelques points qui vont faire écho à tout ce que tu viens de nous dire. Donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur un colloque qu'on a organisé à Bruxelles en 2016 avec le soutien du programme La Personne en Médecine, que nous remercions encore une fois, qui s'intitulait « Normal ou ordinaire, accompli ou autonome, la vie et ses formes pour les personnes souffrant d'un trouble mental chronique dans et après la psychiatrie ». On a une passion pour les titres très longs. Et donc qui avait réuni 250 participants et une cinquantaine d'intervenants, et qui donne lieu à 2 projets de publication qui sont actuellement en cours et qui ont aussi reçu le soutien du programme. Donc on va vous en présenter les principales pistes ou lignes d'analyse qu'on a pu tirer de ces différentes activités. Donc Nicolas et moi-même sommes d'abord sociologues et anthropologues qui effectuons nos recherches dans l'espace francophone sur et dans les mondes de la santé mentale. Et de notre point de vue, ce que l'on pourrait appeler les mondes de la santé mentale, avec le pluriel qui indique l'importance de prendre en compte la diversité des situations. Donc les mondes de la santé mentale peuvent être étudiés comme autant de dispositifs dans lesquels on peut observer une multiplicité d'acteurs intervenir sur ou avec d'autres, donc des patients, des résidents, des clients, et ces derniers ayant été plus ou moins conduits à partager des décisions qui normalement, c'est-à-dire du point de vue des attendus sociaux, reviennent en dernière instance à chacun. Donc par exemple la décision de savoir ce qui est bon pour soi, comment est-ce qu'on va, etc. Et d'agir en fonction de ces décisions. Et ce partage et ses conséquences ne constituent pas une opération anodine dans un contexte social et culturel où l'autonomie, le fait d'agir de soi-même, est à la fois une valeur que nous chérissons et une attente que nous nourrissons à l'égard de nous-mêmes comme à l'égard d'autrui. Et donc de ce point de vue, les mondes de la santé mentale, selon nous instruisent à propos de l'environnement moral et normatif dans lequel nous vivons, et nous sommes partis du présupposé qu'il serait possible de mettre à jour par la description, de mettre à jour cet environnement moral et normatif par la description du travail concret et quotidien de la psychiatrie, au cœur duquel se joue la reconfection d'une existence qui serait entre guillemets meilleure, ou d'une vie qui serait ordinaire, autonome, accomplie, normale, ou d'une vie qui se rapprocherait d'un idéal de guérison, selon les points de vue et les positions. Et donc on part d'un constat, c'est qu'en parallèle des bouleversements qu'a pu connaître le champ de la psychiatrie depuis les années 70, comme le mouvement de la désinstitutionnalisation, la montée en puissance de la médecine d'épreuve et des outils de standardisation clinique, de la légitimité grandissante qu'ont prise les approches cognitivistes, comportementalistes, au détriment notamment de la psychanalyse et des approches psychodynamiques, mais aussi l'expansion des neurosciences, de la génétique, etc. Donc des bouleversements qui ont très largement été commentés par les sciences humaines et sociales. Et donc en parallèle de ces transformations et de ces bouleversements, on a identifié, on a extrait des différentes contributions du colloque et des publications 4 évolutions qui semblent travailler en profondeur ce champ de la santé mentale actuellement, ou du moins sur lesquelles les recherches en sciences humaines et sociales semblent se recentrer aujourd'hui, ou alors qu'elles accompagnent. Il faudrait réussir à éclaircir cela encore. Et donc 4 évolutions qui conduiraient aussi à une recomposition des champs de force théoriques comme des pratiques les plus concrètes, à l'ouverture de nouveaux espaces de prise en charge, à la création de nouveaux dispositifs et de formes de soins, et à l'émergence de nouveaux acteurs. Et plus encore, ces éléments et ces évolutions participent à transformer les conceptions non seulement de ce que sont un trouble et un malade psychiatrique, mais aussi de ce qui devrait être entrepris pour soigner, ou du moins pour permettre à ces personnes qui en souffrent d'accéder à une vie meilleure. Donc première évolution, sans doute la plus évidente, se rapporte au concept de rétablissement ou de recovery, et de ces liens étroits avec des valeurs ou des notions telles que l'autonomie, l'empowerment, ou même l'approche par les capacités. Donc ce rétablissement, ce mouvement du rétablissement, depuis les années 90, constitue le socle idéologique des pratiques de soins en santé mentale,
Donc dans cette perspective du rétablissement, la personne qui souffre d'un trouble psychiatrique grave pourrait dépasser sa condition en reprenant le contrôle de sa trajectoire afin de surmonter la maladie et d'espérer se réagréger à la communauté des citoyens. Et son principal effet, dans l'idéal affiché, c'est de replacer le malade et son expérience au centre des dispositifs de soins. Donc les promesses du rétablissement impliquent de nombreux changements dans le soin et dans son organisation, dans ses objectifs et dans les valeurs qu'il véhicule. Et l'une des problématiques qui nous guidait était alors de cerner comment une perspective en sciences humaines et sociales pouvait, sur un plan méthodologique et théorique, amener une réflexion concernant les implications de cette centralité d'une perspective à et pour la première personne. La seconde évolution concerne l'illégitimité grandissante que rencontrent les pratiques de soins fondées sur la contrainte ou sur la coercition. Et donc une illégitimité qui est concomitante du mouvement du rétablissement et de la valorisation de la prise de décision partagée ou de l'autonomie de choix. Donc afin d'en faire un acteur de son rétablissement et du processus de prise en charge. Donc l'ambition là était d'interroger néanmoins la persistance et la cohabitation de dispositifs, de pratiques, de discours fondés sur la persuasion, voire sur la manipulation ou la coercition, donc cohabitation avec toujours cet idéal d'autonomie et de choix libre et négocié. Et donc apparaissait central le travail de soignants qui était pris dans une série d'injonctions, de tensions entre des conceptions et des perspectives de soins souvent contradictoires, qui oscillaient par exemple entre la restauration de capacités et l'imposition de normes, entre la contrainte, l'enfermement et la volonté de réintégrer un patient comme acteur de son projet, et donc des tensions qui apparaissaient comme un espace particulièrement propice à l'analyse des problématiques qui motivaient les différents travaux qu'on a mobilisés au cours de ce colloque et de ces publications. Troisième évolution, qui est à la fois un facteur et une conséquence des deux premières, concerne l'attention ou la valeur grandissante qui va être accordée au discours, au témoignage des personnes malades ou des usagers dans les mondes de la psychiatrie. Donc ça se traduit aussi bien, notamment par les développements de ce qu'on appelle les illness ou les recovery narratives, donc de différents témoignages, aussi bien sous la forme de publications, d'écrits à la première personne dans des revues scientifiques, que de récits qu'on va récolter dans les dispositifs associatifs ou les supports de pairs. Mais aussi, donc, on l'a vu avec Benoît, la participation même active de ces personnes aux recherches et aux débats. Et donc des témoignages, des expertises, qui peuvent alors être considérés comme des outils ou des techniques de soins ou de rétablissement dotés aujourd'hui d'une légitimité importante. Et la quatrième évolution, enfin, et elle aussi étroitement imbriquée avec les précédentes et renvoie à la transformation plus fondamentale concernant la manière de concevoir les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et donc ici, on fait référence à cet idéal de ce qu'on peut nommer le potentiel caché, et donc qui devrait être reconnu chez chacun d'entre nous, promu et valorisé par les acteurs du soin et par la société plus globalement. Donc un idéal qui soutient l'existence de formes de vie alternatives, qu'on retrouve par exemple dans le cas des mouvements de la neurodiversité ou dans celui des entendeurs de voix. Et donc un idéal qui soutient l'existence de manière d'être au monde et d'exprimer un potentiel de compétences sur lequel fonder ou articuler le parcours de ces personnes. Mais qui peut aussi s'exprimer sur un modèle ou autour de discours déficitaires en termes de handicap, et donc qui là vont valoriser une dimension créative, plastique, inhérente à une volonté de retour à une normalité ou à un ordinaire au sens canguilémien de normes de vie comme l'attitude de vie, c'est-à-dire comme capacité à surmonter des obstacles, les obstacles du milieu, au sens de répondre aux exigences du milieu et de s'y adapter. Mais dans les deux cas, cet idéal d'émancipation, d'empowerment, modifie considérablement les conceptions du soin, les rapports soignants-soignés, les frontières entre handicap et capacité. Et il travaille en profondeur les structures du social et du médico-social, et leur quotidien tel qu'il est construit par ses usagers, mais aussi l'expérience des individus en ouvrant à de nouvelles possibilités de vie, avec toutes les ambiguïtés et les tensions que cela entraîne. Et donc, pour les sciences sociales, ces deux dernières évolutions tracées sont aussi un moyen pour nous de sortir des terrains du médical et des perspectives des soignants et des représentations du soin qui travaillent les pratiques, pour aborder les problématiques de conception de la vie en psychiatrie par le bas ou par ses marges. Je vais passer la parole à Nicolas pour la suite. Merci.
Merci pour cette première partie très convaincante. Si on monte un petit peu en généralité, il nous semblait intéressant de vous communiquer qu'en réalité, en amont et en aval du travail qui a été réalisé, du colloque, de ces projets de publication, on a pratiqué et on s'est inscrit dans la suite de réflexions qui tendent à analyser les mondes de la santé mentale en général et de la psychiatrie en particulier, avec le pluriel dont Baptiste parlait tout à l'heure, d'abord comme des lieux à la fois de tension, des lieux de négociation et des lieux de reconfection. Et deuxièmement, comme des dispositifs qui comportent une dimension morale très importante. Et enfin, troisièmement, mais je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'en parler ici, on verra, comme des lieux où la question de la vie ordinaire est à la fois extrêmement prégnante, mais seulement partiellement conscientisée et étudiée. Alors, si je n'arrive pas jusqu'au bout, ou si vous êtes parti avant, c'est tout à fait possible aussi, je voulais quand même vous donner le pitch de l'histoire. Ce qui nous semble important, ce qui nous a semblé important, c'est de tenter de prendre au sérieux ces trois dimensions, et en particulier de prendre au sérieux la dimension morale de ce qui se trame en psychiatrie. Mais qu'est-ce que c'est prendre au sérieux ? Prendre au sérieux, c'est pas... ce que c'est rendre raison. Rendre raison, pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais rendre raison, c'est pas donner raison ou c'est pas donner tort. Et par conséquent, cela nous semblait passer par le fait, d'où le titre que nous vous proposons ici, par le fait de considérer que les aspects de contrainte et les aspects d'ouverture ou de création ne doivent pas être analysés l'un contre l'autre dans l'étude du quotidien de la psychiatrie. Il ne s'agit donc pas du tout ici de se limiter à dénoncer des formes de contraintes matérielles ou symboliques qui peuvent tout à fait exister, ou au contraire à célébrer des nouveautés, des avancées, des résistances, des survivances, des détournements, mais simplement en fait à les analyser comme les deux faces de la même pièce. Alors, on évoquait tout à l'heure la question du fait que la psychiatrie pouvait être analysée comme un lieu de tension, de négociation et de reconfection. Pourquoi tension ? Je pense que c'est assez clair pour tout qui a touché un petit peu. Les mondes de la santé mentale, on les aborde souvent à partir de leurs tensions. Parce que ces tensions nous révèlent des choses sur ce qui se passe dans la société de façon générale, mais aussi parce que ces tensions sont en fait extrêmement visibles. Tensions budgétaires, tensions théoriques, politiques, tension sur ce que c'est faire de la science en psychiatrie, tension sur les questions de ce que c'est un bon soin, ce que Jeannette Pauls appelle les modes of doing good, sur ce que c'est un soin efficace, etc. Et ce sont des tensions qui portent à conséquence jusque dans le choix des termes qui sont extrêmement moralement chargés. Quand vous faites un colloque sur ces thématiques-là, la question de savoir si on va parler de patients, de clients, de résidents, de personnes souffrant de personnes étiquetées comme, etc. C'est important. Est-ce qu'on parle de guérison ou de rétablissement ? Est-ce qu'on parle de maladie ou est-ce qu'on parle de handicap ? Est-ce qu'on parle de troubles du fonctionnement, etc., etc. Alors, ce qui est aussi intéressant, nous semble-t-il, c'est que si ces tensions peuvent être relativement, voire très tranchées dans les discours, par exemple une tension entre une approche par le sens et une approche par le rétablissement du fonctionnement, mais si ça peut être opposé dans les discours, en pratique, c'est-à-dire dans les terrains que nous avons réalisés dans différentes institutions, puis dans ce qui nous a été raconté en partie lors de ce colloque, en pratique, ces tensions peuvent rendre l'épaule beaucoup plus solidaire. Parce qu'elles portent ces tensions sur des questions extrêmement compliquées et qui, à notre avis, ont sans doute vocation à rester compliquées, voire irrésolues. Et pour citer quelques exemples, pour mettre ça un petit peu en chair, qu'est-ce que ça signifie agir dans l'intérêt d'un patient ? Ou qu'est-ce que ça signifie lui permettre d'agir dans son intérêt, ce qui n'est pas du tout la même chose ? Quelles sont les formes de contraintes, de négociation, de suggestions qui vont être considérées comme justifiables et quelles autres ne le seront pas ?
Que peut-on connaître de la souffrance d'autrui? Alors, c'est des questions extrêmement massives, mais des questions qui se posent au quotidien systématiquement, presque à chaque seconde, pour les différents acteurs. Est-ce qu'on peut réapprendre la vie quotidienne en agissant conformément à des règles, c'est-à-dire en respectant toute une série de petits devoirs de vacances où on doit, etc., et en espérant que la fluidité intervienne de surcroît? Comment est-ce qu'on fait pour concilier les temps très différents de la maladie et de son évolution d'une part, et puis en fait les temps sociaux de la durée de prise en charge qui sont beaucoup moins sympathiques, enfin pas que les premiers sont sympathiques, mais qui sont beaucoup plus courts? Comment, du point de vue des soignants, comment continuer à trouver du sens à une pratique qui consiste à impliquer le patient, à faire avec, plutôt que de faire à la place d'eux, lorsque justement dans des cas relativement graves, mais relativement fréquents, intervient une destructivité qui caractérise certaines affections et qui peut rapidement mettre par terre un projet qu'on avait eu l'impression de co-construire avec un patient. Est-ce que le statu quo est tout simplement envisageable, ou est-ce que le soin c'est forcément quelque chose qui est de l'ordre du progrès, etc., etc. Bon, il nous semblait que ces tensions comme la solidarité, c'est-à-dire les débats que vous pouvez observer au quotidien, au sein des équipes, quand on parle très concrètement d'un patient, ces tensions et la solidarité qui peut caractériser les pôles, en réalité, font des mondes de la santé mentale des lieux qui comportent une dimension que l'on pourrait qualifier d'artisanale. Et il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans, mais un monde où les automatismes, les règles, les protocoles, les outils de standardisation, la volonté de monter en généralité, eh bien tout ça peut en réalité parfaitement coexister, pas toujours de façon très simple, mais avec la persistance d'une forme de contingence, de nominalisme ou d'une attention aux situations particulières. Alors, les mondes de la santé mentale sont aussi des mondes de négociation. Ça n'est pas du tout neuf. Ce sont des mondes de négociation, ce qui ne veut absolument pas dire que tous les partenaires de cette négociation sont sur un pied d'égalité. Mais alors, qu'est-ce qu'on y négocie? Les travaux de ces dernières décennies ont montré qu'on y négociait bien sûr des états et des étiquettes, hein, c'est l'idée de la maladie comme ordre négocié, ou la psychiatrie comme ordre négocié, mais on y négocie aussi dans ces institutions un modus vivendi, mais peut-être surtout, et c'est ça qui nous a intéressés, en réalité, ce qui se joue dans ces processus de négociation, ce sont des négociations à propos des attentes. Qu'est-ce que les uns peuvent attendre des autres? Des attentes par rapport à soi, des attentes par rapport au futur, des attentes par rapport aux autres protagonistes. Par exemple, qu'est-ce que le patient peut attendre du soin? Ou qu'est-ce qu'on attend en tant que soignant que le patient attende du soin, hein? Que le soin soit forcément quelque chose de l'ordre du progrès, de la pente et pas du plateau. Qu'est-ce que le soignant est en droit d'attendre du patient? Qu'est-ce que le patient est en droit d'attendre de la société et vice-versa, etc., etc. Et alors ce qui est évident, c'est que quand on les observe, on remarque que ces formes de négociation vont immanquablement se faire avec des mots particuliers. Elles vont charrier des jeux de langage, et dans ceux qui sont fréquemment mobilisés aujourd'hui, eh bien, le patient, c'est un partenaire. Le patient, c'est un partenaire. Son séjour dans l'institution fait l'objet d'un contrat avec lui dans lequel il s'engage. Et évidemment, ces jeux de langage vont à leur tour cristalliser certaines attentes sur les rôles joués par les uns et les autres. Parce que évidemment, on n'attend pas la même chose d'un patient que d'un partenaire. Cela implique d'attendre de la part de celui qui bénéficie des soins, par exemple, qu'il y soit actif, qu'il y participe, et peut-être plus fondamentalement, j'y reviendrai dans un instant, qu'il y trouve du sens. Et s'il y a bien une catégorie qui cristallise à la fois ce jeu de langage et toutes les tensions qu'il peut générer, c'est bien évidemment, vous l'aurez deviné, celle de projet. Alors, les lieux de la santé mentale sont enfin des lieux de reconfection, puisque ce qu'on y reconfectionne, eh bien, c'est quelque chose qui tient à la vie ordinaire, mais là aussi se posent des questions. Est-ce qu'on reconfectionne quelque chose qui tient plutôt à des compétences pratiques, ou est-ce qu'on reconfectionne quelque chose qui est bien plus fondamental, ou est-ce qu'on fait les deux, qui consiste en réalité à être capable de trouver du sens à ce qui est en train de se passer, à être capable non seulement d'être plus autonome, mais peut-être de trouver intéressant de vivre une vie plus autonome, moins dépendante, je mets des guillemets à chaque fois bien évidemment, peut-être plus active, peut-être plus insérée socialement, etc.
Et ça m'amène au deuxième point que j'évoquais à l'entame, qui consiste à considérer la dimension fondamentalement morale qui existe dans le quotidien de la psychiatrie. Et ce que nous voulions entendre par cette dimension morale, c'est qu'au-delà des dimensions visibles de ce qui concerne les soins, la résolution de problèmes pratiques, eh bien, se jouent des acceptions et des appréciations de ce que c'est une vie bonne, de ce que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, des façons dont les maladies affectent ou pas ces éléments-là, et peut-être fondamentalement surtout une distribution des responsabilités des uns et des autres. Qui doit faire quoi pour que quelque chose puisse exister? Alors, dans nos expériences de terrain, on avait tous les deux été frappés, d'où le titre à rallonge du colloque que tu as rappelé tout à l'heure, par les usages qui étaient faits par les différents protagonistes, qu'il s'agisse de ceux qui prodiguent le soin ou pas, hein, de ceux qui le reçoivent également, mais de plusieurs adjectifs pour qualifier la vie. Et dans ces adjectifs, très clairement, il y en a 4 qui revenaient assez fréquemment. Il y avait normal, ordinaire, autonome et accompli. Alors, en y réfléchissant un petit peu, on se disait, la vie ordinaire, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses très intéressantes écrites là-dessus. Hein. La vie ordinaire, elle peut renvoyer en fait à la vie sans accroc, à la vie dans laquelle des cours d'action peuvent se dérouler naturellement sans être parasités par d'incessantes questions sur le pourquoi, sur les risques, sur l'intérêt, etc. C'est la vie tranquille, en quelque sorte. La vie normale, quant à elle, eh bien, normale renvoie à la norme, c'est-à-dire en réalité, pour le dire rapidement, à la congruence avec la vie des autres, la vie attendue. Et ce serait de ce point de vue la vie sans différence ou sans spécificité trop importante, par exemple au regard d'une série de critères sociaux dont Baptiste a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vie familiale, vie professionnelle, capacité à s'occuper de soi au quotidien. Et c'est très clair que ça nous semble être autant de critères qui peuvent être mobilisés par des soignants lorsqu'il s'agit de discuter du cas de patients ou de résidents, comme des indices d'assurance ou de réassurance pour se dire « Ok, quelque chose est possible, ça va aller si ces personnes sortent d'ici. » Alors, l'acception de ce qu'est une vie accomplie, troisième terme, eh bien là aussi, c'est tout à fait inscrit dans un contexte social et culturel particulier. Et de ce point de vue, il nous semble que le caractère accompli d'une vie semble aujourd'hui pas spécialement tenir à la rencontre de critères substantiels particuliers, hein, avoir une femme, avoir un chien, avoir beaucoup d'argent, etc. C'est pas défini de cette façon-là, mais plutôt comme étant la capacité à progresser, la capacité à continuellement explorer des possibilités en évitant au maximum le renoncement, le statu quo et l'abandon. Hein. Ça me faisait penser à cette phrase très connue de Coleridge sur l'idée, c'est à propos de la littérature ici, mais que l'important c'est le voyage et pas la destination. Alors il y a là quelque chose de très démocratique parce que ça veut dire que quel que soit votre état de base, quelque chose de l'ordre du progrès est possible et envisageable. Parfait. C'est merveilleux. Alors, il nous semblait intéressant de se pencher sur la façon dont on va considérer que la maladie redistribue les cartes de cette tension entre accomplissement et renoncement. Est-ce que les pathologies, on les présente et on les vit en termes de déficit par rapport à une norme ou en termes d'alternative? Est-ce que la seule possibilité, c'est de vivre malgré la maladie? Ou cela a-t-il du sens de penser éventuellement vivre, pardonnez-moi pour l'expression, mais grâce à la maladie, tout comme les thématiques de la résilience, par exemple, invitent les personnes à vivre grâce à la souffrance, par exemple, à travers des formes telles que celle du témoignage, de l'accompagnement, de la pérédance, etc., etc. Enfin, le terme le plus compliqué, sans doute parce qu'il est le plus chargé en signification, c'est bien celui d'une vie autonome. Alors a priori, bon, personne n'est contre l'autonomie, c'est censé mettre tout le monde d'accord, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point cette même référence peut être utilisée pour justifier ou pour donner du sens à des pratiques thérapeutiques qui peuvent se révéler différentes, voire orthogonales. Alors, dans les sciences sociales, dans lesquels nous nous trouvons, Baptiste et moi, la promotion de l'autonomie est quand même plutôt classiquement décriée comme une forme
tout cas comme un élément qui risque à pousser à la surresponsabilisation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point ce vocabulaire peut être tout à fait assumé et valorisé par des soignants, quand bien même ces soignants peuvent par ailleurs eux-mêmes se montrer assez critiques par rapport à des idées telles que les nouvelles formes de management, de capitalisme, etc. Pourquoi cette valorisation? Mais du fait de sa congruence avec un environnement moral qui valorise l'idée que soigner, c'est donner des moyens. Soigner, c'est donner des moyens aux patients d'acquérir une forme d'autonomie désirée, c'est donner à la personne les armes pour vivre la vie qu'elle a choisie. Mais ce qui est très clair, c'est que la mise en pratique de cette idéologie, il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, de cette idée, cette mise en pratique concrète du fait de rendre quelqu'un autonome, mais évidemment, ça soulève énormément de difficultés qui ne concernent non pas tant, ou pas uniquement, en tout cas, les éventuelles capacités ou incapacités des patients, mais parfois, et de façon beaucoup plus visible et beaucoup plus pernicieuse en quelque sorte, le désintérêt qu'un nombre important de personnes, de patients dans des institutions, peuvent marquer pour l'autonomie. Et les observations qu'on avait réalisées dans le cadre de ce qu'on vous présente ici ont montré qu'une part non négligeable, mais bien moins visible et assumée du travail sur l'autonomie ne consiste pas tant à travailler sur le pouvoir ou le savoir, mais bien plus fondamentalement sur le vouloir. Sur le fait de donner goût à l'autonomie, c'est-à-dire non seulement de montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, mais également de convaincre d'une part qu'une vie autonome est préférable à une vie administrée, et d'autre part que cette vie plus autonome, ou au moins un petit peu plus autonome, elle est à portée de main. Alors c'est un travail qui n'est écrit dans aucun document. C'est un travail qui se loge dans les interstices de la vie quotidienne et qui comporte une dimension fondamentalement artisanale, comme je le disais tout à l'heure, qui est apparemment laissée au feeling des soignants. Et par conséquent, s'il existe des catégories comme celle de projets, de contrats, qui peuvent être formalisantes et offrir aux soignants des outils pour aider le patient à travailler l'autonomie, c'est intéressant de voir que des soignants peuvent rester néanmoins très démunis dans des situations dans lesquelles, pour reprendre les termes indigènes, les personnes ou les patients n'offrent aucune prise. C'est-à-dire en réalité ne montrent aucun désir d'autonomie, sabotent plus ou moins consciemment pour quelque raison que ce soit leur projet, ou encore tout simplement des patients qui se montrent relativement pessimistes ou plutôt clairvoyants, ça dépend comment est-ce qu'on prend les choses, sur le sens ou les possibilités réelles ou réellement faibles que l'idéal d'autonomie présent dans leur cas, et c'est pas sans lien évidemment avec ce que tu disais Benoît sur comment l'idéal d'inclusion peut aussi créer des formes d'exclusion. Dans les termes des soignants, on dit que ces patients ne sont pas preneurs d'un projet, d'une autonomie accrue, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les échanges peuvent alors prendre des formes très banales qui tiennent autant de la remotivation d'un ami déprimé par une rupture amoureuse, ça va aller, tu verras, ou alors du mantra capacitaire du développement personnel, votre vie sera transformée d'une façon que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que j'ai le temps de citer un mini-exemple ? Vous avez le temps de conclure. J'ai le temps de conclure. Je vais conclure avec un tout petit exemple pour mettre un petit peu cela en chair. C'est vraiment minuscule. Une observation réalisée dans une communauté thérapeutique dans le cadre d'un groupe sorti. Donc ce sont les résidents qui s'apprêtent à sortir, à quitter l'institution après un séjour de 2 ans et où il s'agit en réalité de voir comment avec eux gérer la question de la vie quotidienne. Il y a un résident qui prend la parole et dit « Moi, de toute façon, le soir, j'ai juste envie de dormir. Et donc, quand je vivrai en habitation protégée, eh bien, j'irai dormir tôt après une pizza. Enfin, si j'ai le courage d'aller faire des courses. » Et là, l'éducatrice, d'un ton très enjoué, lui répond « Mais non, ça, c'est pas possible. Dans le sommeil, tu t'oublies. Et tu pourrais inviter des amis et aller chercher des lasagnes pour tout le monde. Et on peut même faire ça au micro-ondes. Tu vas chercher tes lasagnes, tu mets la table et tout. C'est tellement chouette de préparer une soirée comme ça. Et puis, c'est super gai quand on mange bien. On se sent en forme quand on s'occupe bien de soi. » Donc vous voyez qu'on n'est pas ici sur la question des compétences, on est très clairement sur quelque chose qui est tout aussi important, beaucoup plus fondamental et beaucoup moins formalisé, qui est la transmission de cette envie d'une vie autonome. Merci.